T'as peur d'avoir mal. Une trompette. Bienvenue sur le podcast Pinta Triathlon Club, le premier podcast français dédié au triathlon. Dans chaque épisode du PPTC, vous retrouverez des interviews, des conseils et des actualités sur l'univers du triathlon. Bonne écoute. Trois 24 dans les... Mais putain, même quand j'avais Pellegrini, elle faisait ça, j'aurais craché dessus. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui, nous recevons Damien, notre spécialiste du jour, qui est bike fitter et qui va nous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est, parce que je pense pas que ça parle forcément à tout le monde comme ça, et qui exerce notamment chez Kilomètre Zéro. On avait déjà fait un épisode il y a quasiment 2 ans de ça maintenant, avec Nicolas Barbe, sur un épisode conseil avec donc Nicolas de Kilomètre Zéro. On avait eu pas mal de bons retours sur cet épisode, et du coup on s'est dit que ça pourrait être pas mal de refaire un petit épisode un peu conseil comme ça sur un domaine qui n'a pas grand chose à voir si ce n'est que ça parle de vélo. Damien, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour cet épisode, côté PPTC, on est content parce qu'on est tous là. Messieurs, bonjour. Ouais, l'équipe type est là. Tout à fait. Joji, Thibaut et Mélène, enfin réunis autour du micro pour ce podcast. Ça faisait longtemps. On vous a plus trouvé au bar que surtout toi, Thibaut. que derrière le micro en ce moment. Damien, une nouvelle fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Ouais, alors du coup, moi c'est Damien, j'ai 41 ans, du coup je suis bike fitter chez Kilomètre Zéro, donc depuis 2 ans. Avant ça, j'étais ostéopathe, donc j'ai fait 10-12 ans d'ostéopathie en cabinet, profession libérale, et aussi dans le rugby, donc sport co. C'est un peu différent du vélo et du triathlon. Tu pratiquais le rugby ou t'étais ostéopathe pour les J'ai essayé le rugby, mais j'ai fini ma carrière avec une fracture du plancher orbitaire. Ça parle à tout le monde. Pendant mes études. Ouais, c'est au niveau des yeux, quoi. J'ai pété le nez, quoi. Ah oui, ok. Ah oui, ok. Ouais. Bon voilà, donc du coup je suis passé à autre chose. Et donc non, c'était plutôt plus parce que j'aimais ce sport-là et que j'ai eu la possibilité de travailler avec les rugbyman. Fan du Racing, c'est ça? Alors c'est parce que j'ai travaillé avec eux pendant 4 ans. T'as quand même plus le physique d'un cycliste que d'un rugbyman, c'est pas forcément compatible au premier abord. C'est ça. Mais du coup, tu nous disais Kilomètre Zéro, ça fait 2 ans que tu bosses là-bas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais maintenant là-bas et qu'est-ce que c'est finalement ce métier de bike fitter? Du coup à Kilomètre Zéro, en fait, on a 2 espaces. On a un espace en bas qui est le magasin de vélo, et en haut on a un espace Kilomètre Zéro Lab qui est un espace plutôt de service pour les cyclistes. On a un training center équipé de vélos connectés où on peut venir faire des séances d'entraînement, soit coachées, soit individuelles. On a aussi une petite salle de training, et puis donc du coup on a les études posturales qui est vraiment un espace dédié pour en fait optimiser les réglages de son vélo. Ça, alors c'est vrai que là côté PPTC, qui a déjà fait une étude posturale? Moi non, mais je crois que certains d'entre vous l'ont fait. On est 2 avec Mélène, hein, si tout à fait. Ouais. 2 fois. On a fait 2 fois, effectivement. 2 fois chacun? 2 fois chacun, parce qu'on s'est dit qu'on avait plus de chance. Mais pas dans le mois qui suit, quoi. Non, on a fait 2 fois en même temps. En fait, Vous avez pas progressé avec ça, en fait? On n'a pas du tout progressé. Non, en vrai, on avait fait une première étude posturale il y a 3-4 ans, je pense, qui avait pas été exceptionnelle. Je crois que le mec il avait fait un réglage sur ma selle et j'avais pas voilà. Toi ça avait pas été fou non plus. Et après t'en avais refait une avant moi pour préparer l'Iron, je crois. Ouais, au Triathlon Store. Ouais. Pour féliciter. Voilà. Alors qu'ils avaient promis une augmentation des watts, de 100 bien. watts normalement. J'ai vu que 50. Mais donc, c'est pour ça que tu l'as refait une deuxième fois pour aller chercher les 50 supplémentaires. Okay. Ça a amené le total à 130. C'est pas mal. C'est pas mal. Et je l'ai refait Kilomètre Zéro aussi avec Yannick dont on parlait tout à l'heure. Ouais.
Justement, on va parler de la fréquence peut-être après, pendant l'épisode. Est-ce que c'est nécessaire d'en faire plusieurs? Toutes ces questions qu'on se pose tous. Exactement. Toutes les semaines, mais... Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est dans le concept l'étude posturale et finalement comment ça se déroule, vraiment en overview, mais... Du coup, il y a plusieurs temps. Déjà, il y a la première partie qui est plutôt une partie d'échange avec le cycliste pour savoir qu'est-ce qui le motive pour faire une étude posturale et qu'est-ce qu'il attend de cette étude posturale. Et puis savoir aussi un peu quelle est sa pratique, parce que entre un triathlète, entre quelqu'un qui va faire de l'ultra cycling, quelqu'un qui va juste débuter le vélo, forcément on va pas les régler pareil. Donc ça c'est déjà une première partie. Après il y a une deuxième partie de test pour voir un petit peu musculairement parlant comment on se comporte, parce que pareil entre quelqu'un qui va être très souple et quelqu'un qui va pas être souple du tout, on va pas le régler pareil. On va apprendre ses mensurations, donc la taille, l'entrejambe et ainsi de suite. Et puis une fois qu'on a toutes ces données-là, on va prendre les cotes. Soit il a déjà son vélo, donc on va prendre son vélo actuel, et puis on va les mettre sur un gabarit pour pouvoir faire l'étude sur le gabarit. C'est plus facile pour le réglage. Et une fois qu'on a tout ça, on le pose sur le vélo. Ah oui, puis j'ai oublié aussi, on fait le réglage des cales. Je sais que vous avez fait un podcast sur les pédales. L'expert pédale. Ouais. Alors, on ne peut pas aller jusque là. Et ça, on pourra en parler. Je savais qu'il était pas compétent. Vous l'avez dit. Et juste en amont, là, tu parlais des tests, c'est ça? Ouais. Moi, je me souviens, j'avais fait des tests, pas d'abord sur le vélo, mais juste des tests déjà de souplesse. Oui, c'est ça, c'est un petit testing de souplesse, de testing musculaire, c'est pour voir un petit peu comment tu réagis, quoi. Est-ce que t'arrives à toucher tes pieds ou tes genoux et voir si tout ça. Tes genoux, ça, normalement, c'est un peu chaud. Normalement, ça se passe bien. T'es vachement souple déjà, les genoux, c'est... Et c'est quoi les raisons principales justement pour lesquelles on vient de voir? Quand tu disais plutôt performance, plutôt douleur, plutôt... C'est tout ça. C'est plutôt douleur, ça peut être performance, ça peut être aussi, j'ai pas mal de nouveaux cyclistes qui sont arrivés avec post-Covid et qui veulent commencer tout de suite avec les bonnes bases et pas galérer pendant un moment. Donc du coup, ils viennent aussi pour ça, avec leur nouveau vélo ou alors avec le projet d'acheter un vélo, mais pouvoir être directement, correctement et attaquer avec des bonnes bases. Est-ce que c'est pas mieux justement de peut-être venir avec le projet d'acheter un vélo, parce que des fois on achète un vélo qui est pas forcément adapté à soi et du coup faut le changer finalement. C'est pour ça en fait nous à Kilomètre Zéro on a deux prestations. On a une première prestation qui s'appelle prise de cote, qui est vraiment juste fait pour te conseiller sur la taille du vélo, parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et après donc on a deux autres prestations qui sont elles vraiment liées purement à l'étude posturale, et qui elles sont là pour régler le vélo que t'as déjà, ou alors si jamais il est pas correctement, te conseiller sur ce qu'il faudrait que tu aies, quoi. Du coup, quand on veut acheter un vélo, c'est pas forcément juste la taille du cadre. Souvent, c'est un peu ce qu'on met en avant, un L ou un M ou autre chose, mais en fait, il y a tellement de petits réglages qu'on peut faire que... Ouais, il y a pas que... Enfin si, c'est quand même l'essentiel du truc, mais après, le réglage va se jouer sur la hauteur de selle et puis sur la potence, voire sur le pivot, quoi, aussi de direction. Et du coup, t'as déjà eu des personnes qui sont venues pour faire une étude posturale, qui venaient d'acheter leur nouveau vélo, et finalement tu leur as dit faut changer de vélo. Ouais, malheureusement. Ça c'est bien parce que malheureusement ça m'est déjà arrivé. Au rez-de-chaussée vous vendez des vélos, donc c'est quand même pas mal comme technique. Oui, alors c'est pas forcément le but non plus, hein. Et puis surtout c'est assez dur à dire aux clients que c'est pas le bon vélo, surtout quand ils ont mis quelques milliers d'euros dedans. Si, c'est le bon. On essaye de s'adapter, mais ça m'est déjà arrivé 2-3 fois où il fallait mettre la selle en dessous du top tube, donc là c'est compliqué, quoi. Ouais. Et tu disais tout à l'heure que en fait il y a des réglages différents en fonction de l'usage. Ouais. Si tu fais de l'ultra ou des choses comme ça, moi j'ai toujours pensé que il y avait un réglage optimum et ensuite c'est bon, après tu faisais tout ce que tu voulais. Mais en fait si tu fais un réglage pour de l'ultra, peut-être que tu vas faire un réglage un peu plus confort. Et donc, si tu fais un réglage pour du triathlon, peut-être tu vas faire un réglage moins confort, mais où tu développes plus de watts. C'est ça C'est un peu ça. Réglages, effectivement, sur l'ultra, le but, ça va être de pouvoir faire du vélo 300 bornes pendant 12 jours si tu fais la TCR. Donc là, c'est sûr, faut quand même être confort et pouvoir envoyer tout le long. Après un triathlon, ça va dépendre. Si tu fais du sprint et du M, c'est sûr qu'on va pouvoir avoir un réglage extrême,
Par contre, si tu fais de l'Iron ou de 73, bah on va quand même essayer de trouver un truc un peu hybride, en sachant que entre quelqu'un qui va juste faire de la route. Désolé. C'est la Garmin qui. Ouais, c'est la Garmin qui a pas été arrêtée. Elle a entendu, elle a dit oula triathlon, c'est bon, faut y retourner là. Oui, en sachant que nous en triathlon après il faut courir, donc forcément on va pas régler non plus la même chose pour pouvoir courir derrière correctement. Et du coup, au-delà du type d'épreuve, t'as aussi une différence en fonction du niveau, c'est-à-dire un noob en triathlon et un pro en triathlon, tu vas faire des réglages un petit peu différents. Non, pas spécialement. Là, pour le coup, je vais vraiment me baser quand même sur le confort et après sur vraiment le ressenti du cycliste. Mais il va pas y avoir de différence réelle entre un noob et un pro en fonction de la démarche qu'il fait et ce qu'il essaye de faire, quoi. Le but, c'est qu'il soit le plus optimum possible à l'instant T. Mais du coup, si on, par rapport à ce que tu disais juste avant, si moi je fais du triathlon et je fais un peu de sprint, du M ou du L, je peux éventuellement venir chez toi, travailler 3 niveaux de code différentes et ajuster mon vélo en fonction de là je me prépare sur du L ou des choses. Je laisse Damien répondre après, mais je pense que le plus simple dans ce cas-là, c'est d'avoir 3 vélos. C'est vrai. Pas rechanger ses cotes, etc. T'as un risque de mal les faire. T'as un route pour le L et t'as un contre-la-montre pour le SLM. Voilà. Écoute, ça s'est jamais vraiment présenté. Ça s'est jamais vraiment présenté. Et puis effectivement les codes sont un peu reproductibles, mais oui, si tu voudrais vraiment optimiser la performance, tu pourrais presque avoir effectivement un réglage de vélo différent pour chaque type d'épreuve, comme une Formule 1 va avoir des réglages différents en fonction du circuit, je pense. Après, moi j'ai pas eu encore des clients à ce niveau-là d'exigence et de demande. Ouais, on est plus sur des triathlètes professionnels ou. Ouais, j'imagine, sur des structures beaucoup plus pro et beaucoup plus spécifiques en fonction de chaque format d'épreuve. Là, j'ai quand même la très 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 grande majorité des clients sont des amateurs, même s'il y en a certains qui cherchent des qualifs pour Kona ou des choses comme ça, mais ça reste quand même des amateurs. Et tu disais, après le confinement, t'as vu une vague de cyclistes arriver, c'est des gens du coup qui s'entraînaient, je suppose, chez eux. Est-ce que le fait d'être sur home trainer versus faire des sorties en extérieur, ça peut changer éventuellement également la position que tu vas avoir sur ton vélo, au-delà du type d'épreuve de ça vélo? Va pas spécialement changer la position sur le vélo, par contre ça va changer le ressenti sur le vélo. Tu vas pas du tout, enfin je pense qu'on l'a tous vécu nous si vous faites un peu de home trainer, mais on a beau avoir le même vélo, quand t'as ton vélo sur le home trainer, t'as mal au cul beaucoup plus rapidement que quand tu fais du vélo dehors. Et pourquoi ça fait ça d'ailleurs? Parce qu'en fait t'es toujours en prise, t'es toujours en appui, alors que quand t'es à l'extérieur, soit t'as la circulation, tu vas t'arrêter, tu vas faire des pauses et ainsi de suite, alors que quand t'es sur 1h30 sur ton home trainer, t'es 1h30 sur ton home trainer. Tu te mets en roue libre aussi quand tu t'es à l'extérieur. Voilà, t'as plus de roue libre, t'as moins de prise et du coup t'as moins d'impact sur l'assise. Donc du coup tu vas garder la même position mais tu vas pas avoir le même ressenti. C'est pour ça que j'aime bien, je préfère les prévenir, qu'ils soient pas surpris aussi les clients, parce que des fois ils disent ouais sur mon entraîneur j'ai quand même mal et tout, mais c'est un peu logique. C'est normal. J'ai vu qu'il y avait même des planches que tu peux mettre maintenant, où tu mets ton home trainer sur une planche avec des espèces de coussinets. Ouais, j'ai vu ça, mais je sais pas du tout ce que ça donne. Qui permettent d'avoir un peu plus l'objectif de ce truc-là, d'oscillation. c'est notamment quand tu te mets en danseuse, pour pouvoir avoir effectivement l'oscillation, et pour pouvoir travailler, je suppose, des muscles différents. Encore un truc à acheter, quoi. Ouais, ça coûte un petit ticket encore pour avoir le setup complet. Si tu veux le comme sur le sprint, t'es en danseuse, t'as pas le choix. Mais ça apporte une forme de confort et de sensation plus similaire à ce que tu peux avoir sur route, quoi. Paraît que c'est pas mal. On attend qu'on nous en offre un pour le tester. Moi j'ai une question également pour toi, peut-être aussi liée à cette partie home trainer versus sortir en extérieur, mais c'est quoi les douleurs récurrentes qui font que les gens viennent te voir? Je suppose que c'est aussi pour éviter certaines douleurs, etc. Est-ce qu'il y en a qui cherchent à corriger des douleurs via une étude posturale? Et du coup la deuxième question incluse, est-ce que t'as des différences de douleurs entre home trainer et en extérieur? Là, les différences de douleur sur home trainer, pour te répondre déjà sur le home trainer, c'est clairement l'assise. C'est-à-dire que c'est mal au cul sur le home trainer et pas mal au cul dehors. Ça, c'est vraiment la première chose. Et après, les deux douleurs principales, ça va être douleur du genou
donc soit en interne, soit en externe, soit sur le tendon rotulien, donc au niveau de la rotule, ça va être un grand classique. Et l'autre grand classique, c'est au niveau des épaules. Tout ce qui est douleur au niveau des cervicales, dorsales, épaules et tout ça, c'est grand classique aussi. Je crois qu'il y a bas du dos, quoi. Ouais, moi j'étais venu pour le coup, bas du dos, vraiment des douleurs au bas du dos. Pas tant que ça en fait. C'est surtout genoux et les épaules. Okay. Et les grands types de douleurs différentes que tu as mentionnées ici, elles sont liées à un réglage particulier à chaque fois, ou un problème de réglage plutôt? Alors le genou, ça va plutôt être un problème de réglage. De calme? Non? Pas forcément. Okay. Ouais, pas forcément. Ça peut être aussi la hauteur, parce qu'en fait, en fonction de si t'es trop haut ou si t'es trop bas, tu vas plus solliciter certains types de muscles, et du coup, tu vas provoquer des douleurs. Les cales, ça peut jouer aussi, mais moi, j'ai l'impression de l'expérience que j'ai depuis 2 ans, c'est un peu plus secondaire en fait. Mais ça a son importance quand même. Ça, c'est sûr. Par contre, au niveau des épaules, c'est beaucoup plus lié à la position du cycliste, c'est-à-dire vraiment juste la position intrinsèque du cycliste sur son vélo, et surtout en fait l'appui que tu vas mettre sur le cintre. C'est très souvent lié à ça. Mais ça, c'est du coup en général aussi lié à la taille du vélo que t'as choisi. Si c'est un 52, non, 56, non, ça va vraiment jouer à ta position que toi tu prends sur le vélo. On a tous tendance un peu ou... Ouais, exactement. On a tous tendance à se mettre trop en appui dessus, et du coup ça va venir appuyer sur les épaules. Et trop en appui sur les mains. Ouais, exactement. Trop bras tendus en fait. Faut rouler sans les mains. C'est presque ça en fait. On met beaucoup trop d'appui sur l'avant du vélo, et du coup ça va forcément, si on met trop d'appui, on va avoir les bras plutôt tendus et on va laisser tomber le corps entre les épaules, et du coup au bout d'un moment ça va finir par contracter, parce qu'en fait on n'est pas relâché du tout, on est tout crispé. Et le but c'est plutôt essayer de travailler sur le relâchement, la détente, et effectivement comme tu disais, déplier, déverrouiller les coudes, quoi. C'est surtout ça. Déverrouiller les coudes et relâcher les épaules. Ça, c'est pas lié du coup à l'étude posturale. Comment est-ce que tu peux travailler spécifiquement ça? C'est juste parce que t'y penses quand tu fais ta sortie et tu te décontractes un peu, ou? C'est exactement ça. Moi, je conseille vraiment d'y penser. Enfin, quand je leur montre, parce que du coup, nous on fait des vidéos et puis on fait des arrêts sur image. Donc t'as vraiment ton image face à toi pour voir comment t'es positionné. Et le but c'est vraiment d'y penser à chaque instant pour changer le réflexe du corps qui prend tout de suite la position en fait bras tendus et la tête dans les épaules. Et donc le but c'est vraiment d'essayer dès que tu prends ton vélo, à chaque instant penser à relâcher tes coudes et déverrouiller tes coudes et relâcher tes épaules. J'imagine que c'est de plus en plus dur de garder cette lucidité sur sa position en avec fait, la fatigue, oui, alors bien sûr avec l'effort est intense. Ouais, ça c'est sûr. Au bout d'un moment, forcément, vu la position qu'on a penchée en avant avec la tête qui est remontée, au bout d'un moment, ça finit par arriver un petit peu. Mais plus tu seras relâché, plus ça arrivera tard, et surtout plus tu t'y habitues vite, plus tu vas avoir instinctivement cette position-là. Si tu regardes un peloton pro, tu verras aucun cycliste pro qui vont avoir les bras tendus et la tête dans les épaules, quoi. Ils vont tous être pliés, les coudes déverrouillés et les épaules relâchées. C'est quasiment. Ouais, puis ils changent aussi leur zone d'appui sur le cintre. Tu vois qu'ils ont plusieurs. Ils vont un peu sur le côté aussi. Ouais, ils peuvent changer. En avant sur les cocottes, c'est pas encore interdit par l'UCI. Non, pour l'instant t'as le droit encore. Ouais, c'est le seul truc que t'as le droit encore, je crois. Ils sont pas mal sans les mains aussi, ils s'en foutent. Ouais. Sans les mains en plein dans le peloton. Ou dans le pas jouer sur la largeur du cintre ou pour essayer de déverrouiller un peu les coudes. T'as pas de réglage en particulier? Si tu peux jouer, en fait, très souvent ça arrive parce que le cintre est trop large. Parce que justement, comme le cintre est trop large, tu perds le parallélisme entre tes deux bras. Et du coup, tu vas venir casser tes poignets pour retrouver ce parallélisme naturel en fait entre tes bras. Et justement, le fait de s'obliger à déverrouiller les coudes et relâcher les épaules permet de gérer un petit peu justement ce défaut qu'on peut avoir. Et tu me demandais un peu s'il y avait des exercices à faire. Justement, un des exercices que je conseille ou que je propose, c'est de rouler juste avec le cintre et les mains collées de façon latérale au cintre, sans tenir avec le pouce. Et tu vas voir que tu vas être obligé en fait à moins t'appuyer sur ton cintre. Ou alors juste tenir les cocottes entre pouce et index. Et pareil, tu vas être obligé de travailler un petit peu plus physiquement, et généralement c'est parce qu'on manque un petit peu de protection au niveau de la ceinture abdominale, quoi. Faut renforcer un peu les abdos.
Un peu de gainage, quoi. Voilà, un peu de gainage. Mais ça vient vite en fait. Si tu t'y obliges pendant 2-3 semaines, vraiment toutes les 2 minutes à te dire est-ce que je suis bien positionné, ça vient assez vite en fait. Mais du coup, au-delà de la taille du vélo, qu'il faut bien choisir, on a bien compris. Pour récapituler, quels sont les éléments sur lesquels vous pouvez intervenir sur le vélo? Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure. La taille de selle. Ouais, nous on va jouer. La hauteur, pardon. Alors donc du coup t'as la hauteur de selle et le recul de selle, donc okay. L'avancé ou le reculé, et après devant ça va être la taille de la potence. Après tu peux jouer sur l'inclinaison de la potence, donc pour gagner un peu de hauteur ou rabaisser un petit peu, et après sur le pivot de ta fourche tu peux avoir quelques spacers, donc du coup tu peux gagner. Alors ça dépend parce que des fois t'as des clients qui arrivent avec des vélos qui sont d'occasion, des secondes mains, et la potence elle est coupée à ras, enfin le pivot est coupé à ras, donc là tu peux rien faire en fait. Tu peux jouer à ce niveau-là sur la hauteur. Ok. Donc le pivot c'est bien ce qui permet de régler la hauteur du cintre, hein, c'est ça, avec les petites cales exactement ronds là. En fait le pivot c'est ce qui tourne dans ton jeu de direction, ouais. Et quand il est livré avec une douille, enfin c'est assez haut, et puis en fait tu coupes à la hauteur dont tu as besoin. Et généralement maintenant il laisse toujours 2-3 cm pour pouvoir justement avoir cette plage de réglage. Et du coup quand tu fais l'étude posturale, tu fonctionnes étape par étape, tu regardes d'abord si au niveau des jambes ça tourne bien, après le bassin, après les épaules, ou t'as un schéma un peu global ou... Ouais, exactement. On règle toujours d'abord la partie arrière en premier. C'est toujours la selle qu'on règle en premier. Parce que c'est la partie mécanique, c'est la partie motrice, c'est vraiment celle qui va être et puis celle qui est à l'origine de plus de douleur en fait, qui est vraiment liée, comme je disais tout à l'heure, sur le genou. C'est vraiment la position de la selle qui va être problématique. Donc c'est vraiment important de bien régler ça. Et après, une fois que ça c'est réglé, on passe plus à l'avant, donc surtout qui correspond plus à la position. Et ça c'est beaucoup plus adaptable. Donc comme je te disais, on peut régler la potence, on peut régler la hauteur. Mais moi, du coup, je me suis aperçu que plein de fois, en fait, en changeant ces variables-là d'un centimètre, 1 centimètre plus haut ou 1 centimètre plus court ou quoi que ce soit, le corps, il a toujours cette capacité de s'adapter, en fait. Il compense, quoi. Exactement, il compense. Donc c'est toujours un peu compliqué. Et c'est pour ça que souvent, je leur conseille de me recontacter après une douzaine de sorties pour me dire un peu ce qu'il en est. Ou alors, eux, de choisir. C'est-à-dire que je leur fais essayer plusieurs positions, mais je leur fixe pas la position. Je leur dis, essaye comme ça. Reste comme ça, et puis si tu vois que ça va pas, tu peux éventuellement changer. Il n'y a pas de problème sur ta position. C'est vrai que c'est intéressant parce que ça peut être un peu prohibitoire. Des fois, le prix, le coût d'une étude posturale, et savoir qu'on peut revenir vous recontacter et changer 2-3 trucs. Alors du coup, c'est oui, ça va se faire par le biais d'échanges. En tout cas, on aura vu en amont déjà les différentes positions possibles. Et après, ce sera plutôt à toi de voir ce que tu veux en faire par rapport à ça, quoi. Parce que il y a toujours un ressenti. Puis, comme je te disais, nous, on est sur un gabarit, donc c'est comme si t'es sur un home trainer. Après, il y a la réalité du terrain. Comment tu te sentiras vraiment quand tu vas aller faire ta sortie. Donc ça, c'est important d'avoir ce retour-là et pour voir si effectivement la position qu'on a fitée ensemble à l'intérieur sur home trainer au chaud correspond bien à celle qui te convient quand tu vas faire 40, 60, 100, 200 kilomètres dehors, quoi. Dans un Bikiman Brésil, tu te sentiras jamais bien. Encore une météo dégueulasse cette année. Oui, on a vu, ouais. Et après, t'as aussi, là c'est sur ce que vous proposez, mais des cours un peu sur le technique de pédalage. Exactement. On a aussi une prestation d'analyse de pédalage qui est en plus du fitting. Et là, c'est plus si tu veux progresser dans ta technique de pédalage et si tu as envie de voir un peu quelques datas en plus, donc c'est bien, ceux qui aiment bien les chiffres et les graphiques, les courbes. Quelques personnes qui aiment bien ça. Et c'est vrai que c'est toi Joji, t'avais eu pas mal ce truc là aussi quand t'as fait l'étude, de savoir si t'arrivais à gagner un peu des watts avec la nouvelle position. Je pense que ça peut être, il y a pas mal de gens peut-être qui viennent pour les... Ouais, il y en a qui viennent pour gagner des watts. Ouais. Alors après, moi je me focalise pas trop sur le gain de watts, ça va être plutôt travailler sur l'efficacité. L'efficacité du pédalage, le fameux pédaléron. Et après, c'est intéressant de voir, en fait, t'en fais ce que tu en veux du gain d'efficacité. Soit effectivement sur un temps précis, tu vas gagner en watts. Donc si tu veux dire, je vais faire 1 heure de vélo, en pédalant mieux, combien de watts de plus je vais faire sur 1 heure. Ou alors, si tu veux faire plus de l'ultra, c'est plutôt en pédalant mieux, je vais plus loin jusqu'où, quoi. Combien je vais économiser. Ouais, voilà, exactement. Je me souviens que, pour le coup, là, t'as parlé des cales un peu tout à l'heure, mais Yannick, il avait réglé un peu l'avancée des cales. Ouais. Et un peu l'angle aussi, je crois. Et c'est vrai qu'il y a une data qui était intéressante, c'était l'efficacité sur chaque pédale.
Et au début, j'étais à 65, et après, je caricature, mais en tout cas, il y avait vraiment un réglage où j'étais passé à presque 50-50, alors qu'au début, j'avais vraiment une jambe qui pédalait plus fort que l'autre. Et c'est vrai que du coup, tu laisses quand même pas mal d'énergie, c'est con de cramer une jambe et pas l'autre. C'est pas mal de voir aussi ce truc-là. C'est sûr. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était justement le fait que les RPM avaient vachement augmenté. J'avais toujours du mal justement à aller chercher rien que du 110 RPM. Pour moi, c'était la croix et la bannière. Et là, j'étais passé à 120. Alors, je sais pas si c'est l'excitation aussi du fait que tu fais de l'étude, machin, ça se passe bien. Mais c'est ça qui m'avait marqué plus que les watts, c'est le fait de pouvoir justement pédaler plus vite. Ah, c'est sûr que en pédalant mieux, tu as une meilleure fréquence de pédalage. Ça va quasiment de lien. Et d'ailleurs, quand je les fais travailler, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de mouliner, alors que je leur demande de rester sur une fréquence assez stable, aux alentours des 85-90, qui est une fréquence de pédalage standard. Rapide, trop rapide. Non, parfait. C'est tout Mais justement, moi qui ai pas fait d'études posturales encore, est-ce que c'est quoi les datas en fait que tu as en live au moment de l'étude posturale? Est-ce que, je sais pas, tu as du coup les watts. Est-ce que tu te rends compte dès que tu changes un petit réglage de hauteur de selle que le nombre de watts augmente et tu te dis du coup le réglage que je viens de demander, que je viens de faire sur le vélo, c'est efficace? Comment tu... alors du coup effectivement t'as les watts, mais comme je te disais, moi je me base vraiment sur l'efficacité du pédalage. C'est vraiment ça qui m'importe. Du coup, les indicateurs, c'est quoi? C'est la puissance sur la pédale droite, pédale gauche, c'est quoi? Ça va être ça, mais en fait surtout ce que, donc du coup nous on utilise un logiciel qui vient de Shimano. Et ce logiciel-là nous permet de voir tes zones d'appui. Donc en fait, c'est vraiment des vecteurs force tout autour de ton cycle de pédalage, et ces vecteurs force sont traduits en fait par l'efficacité. C'est capté par une caméra? Ouais, non, c'est capté par les pédales en fait. D'accord. Et ton pédalier, c'est capté direct. Mais comme les Asomia, tu as ce type de data, tu vois à quel moment tu commences à appuyer. Exactement. Donc en fait, ça te permet de savoir quand est-ce que tu commences à être efficace et quand est-ce que tu subis ton pédalage. Et le delta de tout ça nous permet d'avoir des ratios d'efficacité. Et après, ça nous permet aussi de voir, par exemple, tu peux soit très peu subir la résistance ou de contre-efficacité, une force qui va être moins efficace, qui va te freiner. Mais soit tu peux beaucoup subir, soit tu peux moins subir. Et là, la technique de pédalage va vraiment rentrer en ligne de compte. Et puis surtout, les vecteurs force, ça va nous donner une direction et un sens. Et on s'aperçoit qu'en fait, si tu as tes vecteurs force qui sont efficaces, qui sont tous identiques, en fait, tu vas perdre en efficacité. Donc tu travailles là-dessus, et du coup, c'est aborder le fameux pédaléron, qui est pas si rond que ça, mais en fait, c'est d'approcher ça. On en a parlé déjà dans des épisodes précédents, mais c'est aussi le conseil qui est donné de rouler en pignon fixe un peu. Je crois que t'es quelqu'un du pignon fixe, donc peut-être que tu pourras nous en dire plus, mais vu qu'il y a un entraînement permanent, il y a l'entraînement permanent, c'est sûr qu'en pignon fixe, ça te permet de progresser un petit peu là-dessus. Mais après, c'est vraiment, ça va être un peu à toi d'aller. Ouais, ça suffit pas, quoi. Ouais, ça suffit pas. En fait, le principal défaut qu'on a un peu tous sur le vélo et qu'on a un peu lié au cale automatique, c'est de se dire qu'en fait, sur un vélo, il faut qu'on appuie et qu'on tracte. Donc, on appuie vers le bas et on tracte vers le haut. Sauf que nous, on a un sport d'avancée horizontale, donc si tu veux potentialiser ton avancée de façon horizontale, en fait, il faut que tu aies des appuis qui soient dans la même direction. Donc, soit qui aillent vers l'avant, ou qui aillent aussi vers l'arrière. Donc, et c'est comme en course à pied, en fait, il faut que tu limites l'oscillation verticale de ton pédalage. Je viens d'apprendre quelque chose. Oscillation ou verticale? Le mot oscillation. Ouais, pareil. Il faut que ton pédalage, en fait, il faut pas tracter vers le haut. Faut vraiment éviter ça, mais il faut plutôt aller chercher loin devant, bien appuyer vers le bas, et après se propulser loin derrière. Et du coup avoir une espèce de cycle qui soit plutôt horizontal et pas un cycle qui soit plutôt vertical dans ta façon de pédaler. Ça va te permettre d'obtenir quelqu'un, parce que désolé, je comprends le concept, mais au final, les watts, il veut des chiffres. Au final, justement, ton pédalier, tu vois, il a une forme et une rotation qui fait que, au final, ça changera pas grand chose. Si, parce qu'en fait, si tu appuies que de façon verticale, tu vas avoir qu'une zone d'appui, et ça va se limiter à cette zone-là, en fait. Alors tu vas appuyer que 50% du temps, finalement. Exactement. Alors, il n'avait pas compris. Justement, je me mets au niveau des auditeurs. Tu parlais d'autres data qui prennent en compte, c'est la motricité. Et on s'aperçoit que, en fait,
C'est quand c'est un moteur, c'est ça? C'est ça. Sauf que là, en fait, le moteur, c'est toi, et tu aperçois qu'en fait, très souvent, on est plutôt à 85% de motricité, alors que les pros, ils sont, alors, la stat, c'est plutôt au seuil, hein, c'est quand t'es à ta FTP à peu près. Ils sont à 99% de motricité. Donc déjà, si toi, tu perds déjà 15 points de motricité par rapport à eux, c'est-à-dire que pendant 15% du temps, ton pédalier, tu fais rien sur ton pédalier, tu fais que subir, et du coup, bah forcément, tu perds en efficacité. Donc le but, c'est d'essayer aussi de gagner cette motricité pour pouvoir gagner de l'efficacité. Ouais, alors qu'on pense tous à la force, ou est-ce qu'on va pouvoir... ouais. C'est comme en natation quand on pense le plus longtemps possible. Justement, dans les datas qu'on voit, t'as une courbe, mais en fait, très souvent, en pédalant mieux, le pic de force est quasiment 20 ou 30 newtons moins fort, donc c'est ta force, sauf que t'es plus efficace à, au final, puissance égale. Donc c'est assez intéressant, tu peux voir effectivement ce genre de choses aussi. Ouais, donc avant de penser watts et puissance, faut penser à faire le bon geste. Exactement. Le geste juste. Et comment tu bosses ta motricité? Du coup, tu parlais en effet d'exercice. Est-ce que c'est lié aussi au fait d'être plus souple, par exemple? Alors, il va falloir avoir plus de souplesse au niveau de la cheville. Parce que généralement, on est un peu fixe au niveau de la cheville, et ça appuie en pointe, et voilà, va falloir essayer de gagner un peu là-dessus. Et après, c'est les exercices en unijambiste. Donc, il faut remobiliser en fait ta jambe, enfin tes deux jambes, en essayant de les faire travailler chacune de leur côté, et après les assembler. Plutôt sur home trainer du coup. C'est plus simple sur home trainer, ou alors Polygone, ou on a déjà vu, mais il y a d'un con en plus dehors. Ouais, t'as l'air d'un con. Ouais, surtout si en plus tu te rates et tout ça, c'est un peu compliqué. C'est plus simple sur home trainer, clairement. Et un truc dont on parle, enfin le secret pour pas avoir mal au cul. Parce que t'en as parlé un petit peu la position, mais est-ce que ça le secret pour je cherche encore. Ça on a tous abordé, mais quand j'avais fait l'étude posturale, on m'a proposé de tester des selles aussi. Est-ce qu'il y a un truc qu'on peut faire là-dessus pour arrêter d'avoir aussi mal au cul chaque fois qu'on fait du vélo? On est tous différents. En dehors du cuissard. On est tous différents, c'est très complexe. Je pars toujours du principe que si le client est bien sur sa selle, pour rien au monde je lui changerai sa selle. Après, il y a des selles plus larges, des selles moins larges, des selles plus longues, des selles moins longues, des selles ouvertes, pas ouvertes, des selles plutôt plates, des selles plutôt arrondies. Malheureusement, j'ai pas de solution miracle là-dessus. Il faut vraiment tester, essayer, passer du temps dessus, essayer de trouver des combos, effectivement, des fois avec un cuissard. Après, ce qui peut arriver aussi quand même, c'est généralement les cyclistes qui ont des selles trop hautes. C'est sûr que pour leur périnée, ça va pas être terrible. Mais malheureusement, j'ai pas de solution miracle par rapport à ça, quoi. Après, par contre, une technique de pédalage adéquate va te diminuer un peu la pression au niveau du périnée quand même. Et juste pour revenir sur ce que tu disais, tu parlais d'exercice une jambe après l'autre. Est-ce que ça peut permettre aussi de remuscler ou de remobiliser une jambe qui est un peu plus faible, parce que, enfin, c'est peut-être un défaut que tu constates. Enfin, moi, c'est un défaut que j'ai personnellement, que je vois ça avec les insomnias, c'est que je mets plus de force sur mon pied d'appui que sur l'autre, plutôt jambe gauche que jambe droite. Est-ce que tu peux régler pour corriger ça, ou c'est juste simplement de l'entraînement aussi? Justement, le fait de travailler en unijambiste va te ressolliciter la jambe qui est un peu plus faible. Donc ça c'est parfait aussi. L'unijambiste, c'est vraiment un très bon exercice pour travailler ton pédalage, pour remobiliser une jambe qui bouge moins que l'autre. Donc c'est un très bon exercice. Et est-ce que vous pouvez éventuellement, parce que j'ai jamais essayé, mais décrire cet exercice, comment est-ce qu'on peut le mettre en place? Donc du coup, moi je conseille de commencer pédale en bas. Donc du coup comme ça va t'obliger à déjà avoir un appui plutôt vers l'arrière, et le but c'est tu tournes juste avec une pédale en essayant de pas mettre d'à-coup en fait. Le but c'est pas comme je disais, c'est de limiter cet appui vertical. Donc c'est d'essayer de bien sentir la motricité tout au long de ton pédalage et sentir vraiment que c'est toi qui est à l'origine du mouvement de la chaîne dans ton pédalier. Et après, tu peux faire soit des exercices en vélocité pour travailler la fréquence de pédalage, soit des exercices en force plus pour muscler ta jambe. Et après, tu peux varier. Et je conseille de faire 30 secondes, et tu le fais 3-4 fois. Du coup, tu retires ton pied inutile d'un côté. D'accord. Exactement. Jambe pendante, et tu fais sur une chaise, ça tape un peu la pédale. Donc du coup, c'est mal au tibia. Ouais, quel danger. Ah mais ça muscle après les tibias. On peut pas les muscler. Et ouais, d'accord. Ouais, il y a vraiment un jeu de la cheville, c'est la question que je voulais poser. Exactement. Et c'est vrai que c'est complémentaire avec la natation aussi, parce que il y a aussi des conseils en natation de travailler la mobilité des chevilles aussi. Complètement.
Ça, j'ai pas réussi non plus. Hein. De toute façon, on a arrêté la piscine. C'est un autre sujet. De toute façon, on a arrêté la piscine. Non, mais les éducatifs, mais c'est ça, c'est ça qui est. Mais oui, les éducations en natation ou en course à pied, les gammes ou on en fait tous, hein. Enfin, même non. Non, on en fait pas tous. Et il faudrait qu'on en fasse tous. Oui, voilà, c'est ça. Mais comme les gammes pour quelqu'un qui pratique un instrument ou les vocalistes pour se chauffer la voix ou ainsi de suite, en fait, ça serait bien de le faire. Très bon exemple. Et du coup, peut-être la question qui reste toujours en suspens, à quelle fréquence faut faire une étude posturale? Bah, en soi, si tu t'as pas de problème particulier, je pense qu'une étude posturale, elle peut être valable entre 3 à 5 ans, tu vois, il y a pas de souci. Après, par contre, si entre-temps tu t'es cassé quelque chose ou si entre-temps t'as eu un problème ou si tu changes de vélo. Bah non, en changeant de vélo, tu peux ramener tes codes sur ton ancien vélo. En tout cas, tu peux essayer dans un premier temps. Mais même si le cadre est légèrement différent, parce que si tu changes de marque par exemple. Ouais, alors le cadre il peut être un peu différent. Après, pour ta sortie de selle, ça va pas changer grand-chose. Après, ça va être plutôt peut-être sur la potence par rapport à effectivement le reach qui correspond à la longueur du cadre. Donc là, du coup, effectivement, si t'as un cadre qui fait 1 centimètre de plus de longueur, bah tu mettras une potence un peu plus courte et ainsi de suite. Tu peux jouer là-dessus. Mais après, en soi, si t'as pas de problème particulier, voilà, tu peux les garder 3 à 5 ans. Après, si effectivement ton étude posturale, tu l'as fait à 35, 40 ans et que tu la gardes jusqu'à 60 ans, bah ton corps c'est plus du tout le même entre 40 et 60 ans et tes contraintes musculaires sont plus du tout les mêmes. Puis tu fais peut-être même plus la même taille. Enfin, tu fais peut-être plus la même taille, peut-être plus le même nombre de sorties à vélo et ainsi de suite. Mais si tu restes dans la même pratique, oui, ça reste cohérent pendant au moins 3 à 5 ans, clairement. Okay. Ouais, ou en effet, comme tu dis, quand tu changes de pratique, tu passes peut-être du triathlon à l'ultra biking, ça vaut peut-être le coup de... Oui, bah parce que là, clairement, la position sur un tri, bah voilà, enfin, ma position pour l'Ironman de Nice, je vais pas la prendre la même que si je faisais effectivement l'ultra, quoi. L'ultra cycling plutôt. Ça, c'est sûr. Moi, je l'ai fait, mais j'ai eu très très mal au cul. C'est possible. Sur le biking Portugal? Ouais. Après, c'est vrai que sur l'ultra, t'as des douleurs un peu partout. Tout le temps. Non, mais enfin, t'as mal à l'assise, bien sûr. Je sais que Wilfried, par exemple, avec qui je l'avais fait, il a perdu la sensation dans sa main pendant 1 ou 2 semaines, je crois. Thibaut, t'as l'orteil appuyé justement sur des douleurs au genou. Enfin, effectivement, c'est lié à... Pourquoi on fait ça? Parce que c'est sympa. Parce que c'est joli. Mais c'est sûr que c'est pas exactement le même effort et du coup pas les mêmes. Ouais, non, c'est clair. C'est logique. Même au début, quand tu me disais achète des gants, c'est le gel, c'est obligatoire. J'avais ça et tout. Bah, j'étais bien content de les avoir. Ça, tu te fais un bronzage un peu dégueu sur le bout des doigts, mais j'étais bien content de les avoir. Ouais. Au-delà de l'étude posturale, tu disais que t'avais fait des études d'ostéo. Est-ce que c'est complémentaire pour toi? Enfin, est-ce que ça t'a apporté des choses dans les explications que tu peux donner aux clients? Est-ce que tu vois ce passif un petit peu, ce passé oui, clairement. Enfin, en tout cas, c'est sûr que je sais quelle structure fonctionne et quelle structure fonctionne pas à ce niveau-là. Donc ça, c'est sûr que c'est plutôt complémentaire. Ne serait-ce que là, comme ça, j'ai pas d'exemple. Tu t'es lancé sur le truc. Ouais, carrément. Non, mais si, par exemple, il y a un exemple assez probant, c'est la position de la selle. Et ce qui arrive de temps en temps, c'est la selle qui pique vers le haut, enfin le bec de selle en haut. Et du coup, souvent on le met comme ça parce que on n'a pas envie de glisser ou on n'a pas envie de bouger sur le vélo. Et ça, c'est une position que je conseille pas trop parce que justement, en fait, ça va bloquer la bonne bascule du bassin, ce qu'on appelle l'antéversion. Et cette antéversion, le fait de pas la basculer, du coup, ça va créer des douleurs dans le bas du dos. Donc ce que tu retrouvais. Et du coup, voilà, ça peut expliquer, par exemple, ce genre de choses. Donc une selle, c'est vraiment à l'horizontale. On prend le niveau et on la pose à l'horizontale. Moi, j'ai une selle un peu chelou. Elle est pas du tout plate. Ouais. Elle a une espèce de bec, elle est complètement inclinée. Et à chaque fois que je pose le niveau, je me dis, putain, c'est bon. Et je refais 15 jours plus tard, pour vérifier que ça a pas bougé. Je me dis, putain, mais qu'est-ce que j'ai pris la dernière fois? Je sais jamais exactement où... Après, faut bien serrer, quand même, Ouais, mais j'enlève la selle à chaque sortie, ouais, pour le challenge. Non, mais tu sais, elle est pas du tout... Ouais. Elle est une espèce, je conseille vraiment de prendre la partie la plus
plane, la plus plane, ouais. Pas prendre du bec jusqu'à l'extrémité parce qu'effectivement, souvent, des fois, elles sont un peu incurvées. Et le fait que ça soit incurvé, en fait, ça va avoir le même principe, c'est-à-dire que quand tu vas aller vers l'avant pour avoir une position un peu plus dynamique, tu vas te retrouver bloqué par ce bec de selle, donc ça va t'appuyer un peu plus sur le périnée, justement. Et quand tu vas aller derrière, pour une position qui est un peu plus confortable pour que tes ischions soient bien posés dessus, en fait, tu vas glisser vers l'avant. Et du coup, ça va te fixer énormément ta position et ça va revenir un peu comme quand t'es sur le home trainer. En fait, tu bouges pas beaucoup. Alors que, le but, c'est quand même de bouger un petit peu sur sa selle, justement, pour limiter un peu le système compressif, quoi. T'as éventuellement d'autres conseils de réglage ou de techniques qu'on pourrait, paramétrer par nous-mêmes sans faire l'étude posturale? Désolé pour ton business, mais... Non, mais la position de la selle, là, c'est au-delà du business, c'est clairement juste pour le cycliste, faut vraiment qu'elle soit vraiment à l'horizontale, c'est vraiment... Il faut une selle déjà. Et il faut une selle. Ouais, c'est vrai que toi t'en mettais pas pendant un moment, je trouvais ça chelou, mais... T'es hyper fort en danseuse. Non, il y a ça. Pour la hauteur de selle, par exemple, il y a pas une petite astuce, la hauteur de selle, c'est compliqué parce qu'il y a plein de théories. Il faut prendre 0,87% de la longueur de ta jambe ou je sais pas trop quoi. Après, ça reste toujours connaître la longueur de la jambe. Tu sais jamais exactement où mesurer. Après moi je fit quand même du coup plutôt avec la vidéo et puis en fonction de ta souplesse et ton testing musculaire, donc du coup ça rentre pas vraiment en compte par rapport à ça, quoi. Il y a pas vraiment de solution miracle par rapport à ça. J'ai pas de tips pour la hauteur de selle. Si ce n'est de venir te voir. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est bien vendu. Belle pirouette. Mais non, mais est-ce que sinon, du coup, à la fin d'une étude posturale, comment ça se passe? Vous avez le vélo avec des cotes précises et la personne peut repartir avec l'ensemble, enfin déjà son vélo réglé. Ouais. Déjà, c'est bien. Quand c'est possible, ouais. Quand tu l'as pas encore, c'est possible. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, donc comme je vous disais, on fait le réglage sur un gabarit. Donc le gabarit, il est équipé de petites manivelles qu'on bouge, donc soit pour reculer la selle, avancer la selle, la monter, ou pareil pour le cintre. Donc on fait évoluer en fait, on fait une première vidéo au tout début, à l'instant 0. Kilomètre 0. Ouais. Là, c'est pas moi qui l'ai dit. Toi, t'es head of marketing chez eux. Donc du coup, à l'instant 0, pour voir quelle est ta position, justement, sans que je te donne sans te donner de conseils ni réglage avant. Et du coup, sur cette vidéo, on prend une photo à un instant T qui est précis, qui est quand t'as ta pédale tout en bas. Et donc du coup, il y a 3 angles que je mesure. Il y a l'angle d'extension maximum au pédalage, qui est l'angle vraiment d'extension quand t'as ta jambe tout en bas. Il y a l'angle aérodynamique qui est plutôt lié à la courbure de ton tronc. Et après, il y a l'angle entre ton buste et tes bras. Et du coup, ça nous fait 3 angles qui nous permettent d'avoir un référentiel et un repère. Ces 3 angles-là, ils doivent rentrer dans une certaine mesure dans une fourchette d'angulation. Et du coup, on fait évoluer la posture pour qu'elle rentre dans cette fourchette-là en fonction de tes caractéristiques. Et des feedbacks que tu peux fournir. Des feedbacks, exactement. Là, j'ai très je me sens bien. Ouais. Voilà, exactement. À chaque fois, on refait une captation vidéo pour voir comment ça se passe et l'évolution, jusqu'à ce qu'on arrive à une position qui soit satisfaisante et pour le cycliste et pour moi. Et du coup, t'as une nouvelle vidéo avec ta nouvelle photo. Et du coup, tu compares, tu vois le avant-après. Tout bêtement. T'as avant et après le réglage. Et donc, du coup, une fois que le cycliste est d'accord sur cette nouvelle position, je prends les nouvelles cotes. Donc là, c'est un X et un Y par rapport au centre ton pédalier et au centre de selle et au centre de la potence. Et du coup, après, on a un petit laser qui permet de prendre la cote et puis on le retransfère sur ton vélo à côté. Donc normalement, tu pars avec ton vélo réglé et je fais un petit compte rendu que j'envoie un peu après, dans lequel t'as les cotes avant et les cotes après. Okay. Du coup, tu peux facilement les répertorier si tu prends un vélo de location parce que t'es en vacances, t'as la distance, exactement. C'est là où j'allais en venir en fait. Si jamais soit tu changes de vélo ou t'as un vélo de location ou alors tu voyages et tu dois modifier un peu, démonter un peu ton vélo, etc. Ouais, tu fais une sortie à la montagne, tu niques une route, t'es obligé de louer un vélo par exemple. Voilà. Au cas où, quoi, c'est pas mal. Enfin bon. Et puis en fait, t'as oublié tes cotes et du coup le mec il fait c'est bon la hauteur, c'est nickel. Le plus important, c'est ce qu'on appelle la sortie de selle, c'est vraiment la distance entre ton boîtier de pédalier et le milieu de ta selle. Donc nous on prend comme référence 8 cm de large de la selle.
Ça permet d'avoir toujours le même repère. Et du coup, ça correspond à peu près au milieu de ta selle. Et du coup, quand t'as ta sortie de selle, bah ça te permet d'aller un peu n'importe où, quoi. Au moins t'as ça. Et après, tu peux avoir la distance entre ton pivot et la selle. Donc ça te permet d'avoir un peu la longueur, quoi. Est-ce qu'on a fait le tour pour la partie études posturales, parce qu'on a un autre sujet qu'on voulait aborder avec... J'avais juste une question. C'était un appel à la dernière question. On a plusieurs types d'études posturales. Moi, je vois les trucs un peu tout intelligence artificielle confondue, etc., avec des caméras, des analyses un peu automatiques sur. Enfin, on voit des fois des schémas avec. On voit presque les. Alors, je sais pas, c'est pas les muscles, mais c'est les os, c'est la façon de pédaler. Et puis tout à l'inverse, t'as des études posturales un peu à l'œil, plutôt à dire d'experts. Toi, tu considères que. Enfin, je sais pas où vous êtes kilomètre zéro par rapport à ces deux échelles un peu caricaturales. Nous, on va être un peu entre les deux. Dans le sens où ça reste quand même un peu enfin voilà, on a un logiciel où je pointe pour faire mes ongles avec ma souris, donc ça reste quand même un peu archaïque. Après mais on a quand même tout ce système d'analyse de pédalage qui est quand même assez pointu, donc qui apporte vraiment une importance à la chose. Donc voilà, moi ça reste quand même quelque chose de plutôt un peu archaïque, et par rapport à ma vision d'ostéopathe, ma vision de cycliste et ces outils-là, qui restent quand même des outils très performants, parce que c'est une caméra professionnelle, donc ça tourne à 100 photos secondes, tout ça, donc c'est quand même assez précis. Et après, par contre, effectivement, il y a des systèmes beaucoup plus poussés. Moi, j'ai pas eu accès à ces systèmes-là, donc pour l'instant, je peux pas te dire si c'est mieux ou si c'est mieux ou pas. Et si, enfin voilà, je serais même très heureux de pouvoir parler avec des fitters qui utilisent ce matériel-là pour voir un peu ce que ça donne. Vous appelez comme ça entre vous des fitters? Bon, moi j'appelle ça comme ça. Après, je sais pas si vous avez une poignée de main spéciale. Ça dépend de la hauteur de selle. Et quand tu dis des technologies un peu plus avancées, c'est quoi? C'est des souffleries, des choses comme ça, ou... Alors il y a soufflerie, mais il y a d'autres systèmes. J'ai vu que c'est ID Match, je crois, c'est Selle Italia, un truc tout rouge là. Ils ont une espèce de gros vélo qui se règle tout seul au fur et à mesure en fonction du truc. Enfin, tout est sous ordinateur et contrôlé. Et il y a Retool de Spé qui font ça. Alors eux, ils ont vraiment des vrais capteurs qui sont posés sur toi. C'est un peu comme captation virtuelle là. Ouais, jeu vidéo. Okay. Specialized qui fait ça. Ouais, c'est Spé. Je ouais. crois que Retool. C'est pas Vincent Louis, c'est Cassandre Beaugrand qui avait fait des trucs en souffle. Et après, toi, t'avais proposé, t'avais refusé, je crois. Ouais, je pouvais pas. Mais t'as pas accepté le partenariat aussi. Après, la soufflerie, c'est plus pour l'aérodynamisme, quoi. C'est vraiment plus par rapport à ça, quoi. Plutôt le buste ouais, c'est voilà. À quel point t'es compact sur le vélo. C'est pas mal si tu fais du chrono, quoi. Si tu fais de l'endurance, bon. Ah si, c'est toujours intéressant. Quand même. Après, c'est toujours. Oui, eux, ils sont sur de l'optimisation de performance, donc ils sont à la recherche de la demi-watt qui va être en plus à 45 km/h. Bon, je pense que c'est pas grave si ton dos est en vrac, quoi. Parce que c'est efficace. Ouais, puis ils font que ça, quoi. Ils sont gainés. Elles sont gagnées aussi. Mais du coup, peut-être pour nos éditeurs, comment enfin ceux qui habitent pas en région parisienne, parce que sinon on dirait à ceux qui habitent en région parisienne d'aller au kilomètre zéro pour faire l'étude posturale, mais ceux qui n'y sont pas, comment est-ce qu'on choisit là où on fait son étude posturale, son fitter, quoi. Comment on fait son fitter? Bah, très bien. Bonne question. J'imagine faut regarder un petit peu sur les réseaux, sur internet, voir ce qui se dit, et puis les retours qu'en font les utilisateurs. Après, j'ai effectivement, tu parlais de Vincent Louis, mais j'ai vu effectivement plusieurs sportifs pro, cyclistes pro, qui montrent qu'ils font des études posturales et qui disent où est-ce qu'ils les font. Donc je pense que se rapprocher de ce genre de personnes, c'est toujours bien. Je sais qu'après sur Paris, on est 4 ou 5 à faire ça en tout cas. Okay. Donc voilà. Il y a déjà une boutique par exemple qui fait pas d'études vidéo. Est-ce que c'est un frein où tu te dis bon bah ils ont pas d'études en vidéo, bon ça va être un peu moyen? Je pense c'est un gros avantage, c'est de permettre de visualiser la chose, et surtout quand t'es cycliste et que tu te vois toi avec l'image juste en face, et que tu vois ce qui va pas et que c'est vraiment ciblé. Je trouve ça quand même beaucoup plus pertinent que s'il y a rien du tout, quoi. Ouais, c'est clair, c'est beaucoup mieux, comme on avait fait le stage en natation à l'INSEP avec Mathieu Chadeville. Déjà de se voir en vidéo nager
et voir ses imperfections et comprendre, c'est hyper sympa quoi en tant que triathlète. Ouais, parce que on se représente pas forcément comme on est, donc du coup ça permet de bien voir la chose, et puis ça permet aussi de quantifier l'évolution quoi. Donc je parlais par exemple de l'angle d'extension maximum au pédalage, si cet angle il passe de, on va dire 130 qui est trop bas à 140, bah on voit bien que t'as un gain de 10 degrés sur le truc. C'est pas juste je t'ai remonté la selle, tu verras ça va aller mieux quoi. Au moins c'est quantifiable. Du coup, j'ai une autre question. Non, vas-y, c'est bon, Olivier. Tu veux revenir à la première question non, peut-être. Je t'en prie. Non, on avait un autre sujet parce qu'on en a parlé avant de lancer l'enregistrement. T'es visiblement un expert du keiring, si je dis pas de bêtises. Mélène, je te laisse éventuellement compléter l'info, mais on avait été invité cet été, malheureusement on n'était pas juste dispo, après mais Nice, ouais. Exactement, mais le keiring de Longchamp, le fameux, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Ouais, c'est le Keiring Caviar. Donc en fait, on est un petit groupe de potes qui s'appelle le Caviar. On roule à la base surtout en pignon fixe, donc vélo donc en pignon fixe, pas de roue libre dans Paris, et du coup on organise, il y a plusieurs collectifs, dont par exemple le PCR qui est Paris Chill Racing. À la base c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qui roule tous les mercredis soirs, et du coup il y a toujours, d'ailleurs c'est tous les mercredis soirs à République. Rendez-vous 20h30, départ 21h, finish Penty. Après la diffusion du podcast, là, vous serez 4000, hein. J'espère que t'as prévenu la marée chaussée, parce que c'est pas très grave. En pignon fixe, c'est bon. Non, à la base, en fait, c'était vraiment beaucoup de pignons fixes, et puis on a tous un peu vieilli, donc on a tous acheté des routes aussi, mais on a tous plus de genoux. Non, mais enfin nous on continue à rouler quand même beaucoup en pignon fixe, et c'est un peu moins la mode, mais après c'est vraiment ouvert à tout le monde, et du coup on organise des petits events. Donc il y a les Allées 4 qui sont des courses dans Paris, et puis nous on organise donc le Keiring Caviar à Longchamp. Le but c'est de faire un tour de Longchamp par pool de 6, 8, 10, ça dépend un peu du nombre de participants qu'il y a. Et les 2 premiers sont qualifiés pour le tour d'après, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur. Départ arrêté ? Ouais, départ arrêté. Ouais. Et Longchamp qui est l'anocycliste du Bois de Boulogne. Exactement. Combien de participants à la dernière épreuve ? Du coup, je crois que la dernière participation, donc là, en juin, on était presque 200. Ouais. Ouais, donc c'est pas non plus le tout petit truc, quoi. Avec Barbuck et... Ouais, il y a Barbuck, on a vendu des bières, on a un de nos potes qui fait sa bière, donc il a vendu sa bière, il y avait un sound system, on aime bien les fusées et les feux d'artifice, donc voilà, cet été près du bois, c'était un peu ambitieux de faire des feux d'artifice, mais... On a eu de la chance parce qu'en fait on a fait une magnifique croix qu'on enflamme à la fin, et en fait ça a déclenché le système d'arrosage automatique de Longchamp, donc ça a permis d'éteindre le feu tout de suite. C'est pratique. Et il y a plusieurs catégories, c'est ça dans le... Ouais. Donc nous, alors c'était un peu la déception de cette année, c'est que à nous à la base, donc comme je disais, on vient du pignon fixe, et ils étaient assez peu nombreux en pignon fixe cette année. C'était surtout la catégorie route qui était dominante. Il y a une catégorie femmes, et il y avait une catégorie cargo plus pour le fun. Combien de participants sur cette catégorie cargo? Parce que moins il y a de participants, plus il y a de chances de gagner. Tout à fait. Donc c'est important. Ouais, là, je pense que c'est cargo, et je sais pas, on était une douzaine, je pense, à partir sur le... Et donc tu pars chargé avec chargé avec une personne dessus. Une personne, ok. Ah ouais. Sinon c'est pas drôle. Est-ce que choisis le poids de la personne? Ça c'est le binôme se choisissent. Le mec à l'avant, c'est au choix. Est-ce que les binômes peuvent jeter des pots de banane ou des carapaces? Ce que tu veux. Il y a pas de règle au Keiring. Et nous on s'en fout. On n'est pas là pour vérifier qui, quoi, comment. Ouais, c'est pour la déconne. Et après du coup t'as une ultime finale qui est le vainqueur route, le vainqueur pignon fixe et le vainqueur fille qui se rencontrent. Ça change beaucoup, pignon fixe et route? Et ben écoute, jusqu'à présent c'est le pignon fixe qui gagnait. Putain. Et là cette année c'est le route, je crois. Je crois, mais tu vois, c'est pour dire que l'event est tellement bien fait que je sais même pas qui a gagné, tu vois. Et après, Longchamp, c'est pas non plus de la montagne. Non, mais c'est en haut de la côte l'arrivée, donc en fait, généralement, ça se regarde un peu pendant les 3/4 du temps, et puis ça déclenche un peu au milieu de la côte. Et là, au moins, si t'es en pignon fixe, t'entends pas le fameux tac-tac qui te donne l'alerte. Ça part d'un coup, quoi. Trahit ton attaque. Mais c'est déjà trop tard.
Eh ben, on va aller voir un peu tout ça sur les réseaux. Il nous reste une dernière question. Mais avant la dernière question, je pense qu'il va y avoir un biais, parce que j'ai cru comprendre que tu avais un pote qui brassait de la bière, c'est ça, du coup? On a un des potes qui commence à essayer de brasser sa bière. Est-ce qu'on pose la question? Bah oui, quand même, t'as le droit à 2 du coup, parce que sinon on va pas. Vas-y Thibaut, je te laisse poser la question, c'est ta question. La question traditionnelle dans le podcast du PPTC, c'est quelle est ta bière préférée? Ouais, il va me tuer si je lui dis que c'est pour ça que t'as le droit à 2. Donc là, effectivement, pour le Kirin, c'est de mon pote, mais je préfère. Il avait brassé spécialement une bière pour le Kirin. Donc ça, c'était cool. On avait une petite dédicace spéciale. Et après, exactement. Ouais. D'ailleurs, c'est quand chaque année? Je sais pas si t'as dit la date. Le dernier mercredi de juin normalement. Ok. Donc c'est pas tout de suite. Va falloir attendre tout l'automne, tout l'hiver et tout le printemps. Faudra qu'on aille voir. Quand même. Ouais, carrément. Après, moi, je suis plutôt bière de soif, donc j'aime bien les petites bières qui servent à rien. Pour la récup. Ouais, genre l'Amstel, Stella Artois, les trucs, bonne bière de pisse, quoi. Très bien. Mais tu peux citer le nom de ton collègue qui brasse. Ouais, mais alors, en fait, il a pas non, mais il la vend pas, peut-être. En fait, si, il commence justement à développer son truc, mais je connais pas encore son nom de brasseur. Après, c'est Locke. Donc, ceux qui savent, seront. C'est tellement avant-gardiste le podcast du PPTC que on lance des bières qui sont même pas encore lancées, tu vois, on en parle déjà. Donc ça sera un incubateur de bière qui sera vers Nogent. Donc vu que vous êtes dans l'Est parisien, ça sera pratique aussi. Ça arrêtera au pit stop. Exactement. Et du coup, où est-ce qu'on peut te suivre et suivre vos activités sur les réseaux? Bah moi c'est surtout Strava et c'est Dame Duc. Facile. Voilà, et j'ai un Instagram qui est pareil, Dame Duc aussi, mais je suis pas du tout actif. Et pour les études posturales, c'est du côté de Kilomètre Zéro. Exactement, sur le site de Kilomètre Zéro, donc on a 3 types d'offres, donc la prise de code qui est vraiment plus pour choisir la taille de ton vélo, donc ça sert à rien de venir avec ton vélo, on va pas le régler. Après t'as l'étude posturale en tant que telle, donc qui dure 2 heures à peu près, et après t'as l'étude posturale avec l'analyse de pédalage qui va durer entre 2h30 et 3 heures. Ah oui. C'est en ordre de prix, juste pour donner une idée. C'est 220 € de mémoire l'analyse, l'étude posturale, et 300 avec analyse de pédale. Super. Bah merci beaucoup. Mais du coup, Joji, il y a une question pour toi aussi. Oui. Où est-ce qu'on peut nous suivre sur les réseaux sociaux? Ça fait longtemps que j'ai pas révisé. Du coup, je suis un peu perdu. Sur Instagram, c'est pptc_tri. Tout à fait. Et sur Strava, c'est pptc-tri. Tout à fait. Bien joué, Joji. C'est peut-être l'inverse. Bon, ils vont chercher de toute façon. Ouais, de toute façon, PPTC. Et on n'hésite pas à mettre combien d'étoiles, Thibaut? 5 étoiles. 5 étoiles sur Apple Podcast. Faut vraiment le faire et laisser un petit commentaire parce que ça nous aide beaucoup à mieux nous référencer. Et sur Spotify, on peut noter aussi, mais que sur l'application mobile. Je ne sais pas pourquoi. Mais là aussi, c'est le maximum d'étoiles qu'il faut mettre, bien évidemment. Bah merci beaucoup. Merci. C'est tout pour aujourd'hui. Merci Damien. Super cool. Super intéressant. Et puis très vite, hein. À très bientôt. Et on n'oublie pas que l'important c'est le club. C'est le club, bien entendu. Bisous. Merci à tous. Ciao. Au revoir. Ah, j'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure.